Bonjour, je suis Vincent Montet, vice-président de l'Axel et coprésident de Reinvent Work qui nous réunit ce matin. Pardonnez-moi de ne pas être présent avec vous, c'est le sujet du jour, l'ubiquité, le télétravail, mais j'ai un cours cet après-midi. Je voulais vous accueillir et surtout remercier toute l'équipe de Reinvent Work avec Perrine, Isabelle, Corinne et toutes ces énergies qui nous permettent de nous réunir ce matin. Reinvent Work avait, dès le mois de mars, pendant le premier confinement, réalisé un premier webinaire sur le sujet de télétravail versus travail en confinement. C'est ce fil rouge que nous continuons aujourd'hui avec nos invités, que je voulais remercier et toute l'équipe vous les présentera. Je prends ici aussi ma casquette de vice-président de l'Axel pour remercier la commission juridique d'être invitée aujourd'hui, de participer avec nous à cette grande transversalité. Aussi, vous dire à celles et ceux qui arrivent pour la première fois à un événement de l'Axel, de ne pas hésiter à regarder notre site web, l'ensemble de l'activité. C'est l'Association française de l'économie numérique qui réunit la plus grande transversalité d'acteurs. Regardez toutes les commissions, vous pouvez y participer, adhérer. C'est beaucoup de bénéfices pour votre entreprise ainsi que pour votre projet individuel professionnel. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Isabelle Rouen, je dirige un cabinet de recrutement de dirigeants qui s'appelle Colibri Talent. Je suis également présidente de l'Observatoire des métiers du futur et administratrice de l'Axel. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir organisé et d'animer ce webinaire sur les nouvelles formes de travail en 2021 et un peu plus précisément le télétravail en 2021. Donc, on est très heureux de vous réunir cet après-midi sur ce sujet. On a 1 heure à passer ensemble. Je serai la gardienne du temps et j'aurai le plaisir de conclure cette intervention. Pour l'agenda d'aujourd'hui, on aura une première prise de parole sur un angle plutôt juridique de maître Éric Barbry du cabinet Racine, qui est également président de la commission juridique à l'Axel et administrateur de l'Axel, qui va nous donner les nouveaux cadrages juridiques du télétravail. Ensuite, on aura une table ronde sur les nouvelles formes de travail hybride. Et là, je ferai réagir d'une part Vincent Lebuntel, qui est le CEO de Boosters, qui est une start-up qui aide les directions RH à faire de la cartographie des métiers et des compétences, et Nadine Yachouchi, qui est directrice chez Microsoft 365. Enfin, je passerai la parole à Magali Montet, qui est coach en média training et également depuis peu en visio training, qui nous apprendra à faire des visios le plus efficace possible. Et je rendrai ensuite la parole pour conclure. On a prévu des séances de courtes questions-réponses à la fin de l'intervention de chacun. Donc, je vous engage vraiment à poser les questions que vous pouvez avoir au fur et à mesure dans le module Q&A, donc pas dans le chat, mais vraiment dans le module Q&A, de façon à ce que je puisse prendre, on va dire, 1 à 2 questions après les interventions de chacun. Je vous remercie beaucoup et sans plus tarder, je passe la parole à l'excellent Éric. Donc, je vais vous faire du télétravail en quelques réflexions pour vous aider, en tous les cas pour essayer de comprendre dans quel environnement on se situe, sachant qu'évidemment, en 12 minutes, je n'ai pas vocation à traiter tout le droit du télétravail. C'est impossible. Il faudrait au minimum une journée de boulot sur le sujet et on ne l'a pas. Alors, on a gentiment dit que j'étais effectivement administrateur de l'Axel et co-responsable de la commission juridique. Donc, je suis évidemment ravi d'être parmi vous. Accessoirement, j'ai un boulot d'avocat à temps plein. Dans ce boulot d'avocat, on intervient sur beaucoup de problématiques RH et numériques. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment télétravail, mais je pense qu'il n'aura échappé à personne que le télétravail, le travail se réinvente autour du numérique. Je pense que cette commission est extrêmement importante de par l'ensemble des problématiques qui sont posées aujourd'hui en matière de RH et de numérique. Moi, au quotidien, mes problématiques, ce n'est pas que des problématiques RH. D'ailleurs, globalement, je suis assez nul en droit du travail. C'est une matière que j'ai totalement méprisée à la fac. Je le paye un peu aujourd'hui, mais je me rattrape. Mais par contre, on intervient énormément sur tout ce qui va être bulletin de paye électronique, vote électronique dans les entreprises, dématérialisation des dossiers des salariés, droit à la déconnexion, bref, tous les sujets qui effectivement aujourd'hui font les délices des RH qui détestent le numérique ou l'inverse. Alors, pourquoi il est intéressant de parler de
télétravail aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une double actualité en fait. On a une actualité matérielle, c'est le Covid. Je crois que ça aura échappé à peu près à personne, qu'il y a une situation de Covid, de crise et de télétravail quasiment imposé. Mais il y a aussi une évolution juridique intéressante qui est tombée il y a quelques jours. Donc, je veux dire, je ne sais pas si Isabelle a fait exprès de la programmer au moment où la nouvelle ANI est sortie, mais l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, qui est un accord sur le télétravail, qui a été revu la semaine dernière, enfin, en tout cas, dont la nouvelle version a été publiée la semaine dernière. 15 ans entre la première ANI et la dernière. 15 ans, c'est-à-dire la première ANI, c'est 2005, à l'époque où il y avait peut-être 1 ou 2 télétravailleurs en France, et 2020 aujourd'hui, où, j'allais dire, quasiment le télétravail est devenu un outil privilégié, ou en tous les cas, un outil imposé dans nos entreprises. Alors, les fondamentaux, c'est simple. Pour ceux qui ont une tête en forme de code, et de toute façon, même pour ceux qui n'ont pas une tête en forme de code, il n'y a qu'un seul fondamental de base, c'est le droit du travail. Et le droit du travail, la question première qui va se poser, c'est-à-dire pour tous les juristes comme nous, on cherche les mots, on cherche à quoi on va se raccrocher. On va se raccrocher à une définition, parce qu'on en a une dans le Code du travail. Cette définition, elle est à l'article 1222.9 du Code du travail, qui dit qu'en gros, je vous la fais très très courte, mais le télétravail, c'est tout travail qui pourrait être réalisé dans l'entreprise, mais qui va en réalité être réalisé en dehors des locaux de l'entreprise, mais en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et déjà, il va falloir se poser 2 secondes sur plein de concepts qui n'ont rien à voir avec le télétravail. Voilà, le nomadisme n'a rien à voir avec le télétravail. Je veux dire, quand vous êtes dans le TGV encore, pour ceux qui ont encore la chance de le prendre, ou dans l'avion, pour ceux qui ont encore la chance d'en prendre aussi, ce n'est pas du télétravail, c'est du nomadisme. Pour ceux qui éventuellement auraient des activités en dehors du numérique, c'est-à-dire qui continueraient à travailler chez eux avec de la gomme et du papier, on n'est pas dans un environnement de télétravail. Donc, le télétravail, c'est véritablement, et évidemment, j'ai oublié tout ce qui est environnement, espace de coworking et autres, ne sont pas nécessairement, je dis bien pas nécessairement, des environnements de télétravail. Donc, le télétravail, c'est un boulot que vous pourriez faire au bureau, mais que vous faites ailleurs et singulièrement chez vous, avec les outils numériques au sens le plus générique du terme. C'est-à-dire, dès l'instant où vous touchez un ordinateur, une tablette et une connexion Internet, bing, vous êtes un télétravailleur. Alors, le télétravail, il y a un cas particulier avant de démarrer par le cas général, c'est la circonstance exceptionnelle. C'est-à-dire que dans le Code du travail, il y a 3 articles, hein, le 9, le 10, le 11. Et le 11 est singulièrement le plus important de notre environnement actuel, puisque le 11, c'est l'article selon lequel, en cas de circonstance exceptionnelle, notamment en cas de pandémie, donc à croire que ceux qui avaient rédigé le texte en 2017 ont inventé le virus, hein, on peut se poser la question, est-ce que ce sont vraiment les Chinois ou est-ce que ce sont les rédacteurs du Code du travail, puisqu'ils ont pris la pandémie comme étant la circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure. Et là, effectivement, quand on est en circonstance exceptionnelle ou cas de force majeure, on est d'une certaine manière télétravailleur obligé et on va sortir du cadre normal du télétravail. Le cadre normal du télétravail, c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui n'est pas circonstance exceptionnelle et tout ce qui n'est pas force majeure. Alors, apprenez-le de manière générique, mais faisons des grosses boules. Il y a une grosse boule qui est la circonstance exceptionnelle, c'est-à-dire ce qui va s'appliquer à tout le monde, le Covid. Et puis, il y a la boule de la force majeure qui pourrait s'appliquer qu'à une seule entreprise. Si demain, votre entreprise brûle, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais ou coule, parce que vous êtes sur une péniche, eh bien, vous allez devenir télétravailleur par force majeure. Et ce n'est pas évidemment la majeure. Donc, normalement, ces circonstances sont des circonstances exceptionnelles. Ça veut dire que ce n'est pas celle-là qu'on devrait avoir au quotidien dans notre environnement. Quand on a travaillé sur commencé à télétravailler Covid 1, parce qu'il y a eu Covid 1, Covid 2, on va dire confinement 1, confinement 2, il y a une évolution importante qui s'est posée. C'est que dans le Covid 1 ou dans le confinement 1, le ministère du Travail avait publié une information en ligne comme quoi, quand on était télétravailleur en situation de pandémie, le Code du travail sur le télétravail ne s'appliquait pas. C'est-à-dire, en fait, les articles que je vais vous énoncer, le 9 et le 10, n'avaient pas vocation à s'appliquer. On était dans un régime complètement d'exception. Là, avec le confinement 2,
comme ça commence à devenir quasiment la règle, le ministère n'a pas fait machine arrière, mais en tous les cas a précisé sa pensée en disant « c'est pas tout à fait ce que je veux dire ». Je n'ai pas dit qu'il fallait être complètement en dehors du Code du travail. Je dis qu'il faut quand même tenir compte du Code du travail. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vision, et il faut faire extrêmement attention parce qu'elle était juste, mais aujourd'hui elle est trompeuse, du comme on est en situation exceptionnelle, on n'applique pas les règles normales, à une situation où le télétravail, même en situation de pandémie, devient quelque chose de normal et donc on doit lui appliquer les règles du Code du travail. Le référentiel légal, alors je ne vais pas vous le lire en totalité, ça n'a aucun intérêt, mais vous n'avez que 2 articles à connaître et pas forcément par cœur, hein. Vous avez un article 1222.9 et vous avez un article 1222.10 puisqu'on a de la suite dans les idées. En droit, on essaie d'avoir des articles qui se suivent. Une fois que vous avez à peu près compris ces 2 articles, vous avez globalement l'ensemble du droit du télétravail en ce qu'il est quelque chose de spécifique. Donc, l'article 1222.9, qui est l'article de base, il va nous donner en fait 2 éléments importants. Il va nous donner un premier élément qui est, enfin 3, pardon, un, mais que j'ai déjà évoqué, qui est la définition du télétravail. 2, il va nous donner des règles de fond. Et 3, il va nous donner des règles de forme. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà comment doit s'organiser le télétravail, règles de forme. Voilà dans quelles conditions on doit le mettre en œuvre, règles de fond. Alors, pour tous ceux qui seraient éventuellement parmi nous et qui seraient acteurs publics et qui se diraient « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, moi, je ne connais pas le Code du travail, je ne connais que le Code de la fonction publique », soyez rassurés, dès 2012, on a une magnifique loi qui transpose pour le monde du public les mêmes dispositions en disant ce qui existe dans le Code du travail pour les salariés, ça existe aussi dans le Code de la fonction, enfin, ça existe aussi dans le monde public pour les fonctionnaires. Donc ça, c'est le premier article, important. Deuxième article, extrêmement important, mais on se demande pourquoi il n'a pas été mis dans le premier. Honnêtement, on a décidé de faire 2 articles parce que sans doute que le premier était trop long. On dit que outre ces informations, les obligations de droit commun, l'employeur doit un certain nombre de choses. Il doit informer le salarié des restrictions à l'usage des équipements qu'il met à sa disposition. Il doit définir des règles de priorité pour occuper ou reprendre un poste à compétences équivalentes. Et il prévoit un entretien individuel et annuel sur les conditions de télétravail et singulièrement les conditions d'activité du salarié et la charge de travail. On sait bien que c'est un des sujets qui est le plus prégnant dans le domaine du télétravail. Je vous disais à l'instant que le référentiel légal, c'était le Code du travail. Alors, c'est vrai que le référentiel légal de base, c'est le Code du travail, mais pas que. Vous avez un accord national interprofessionnel qui vient d'être publié. C'est pour ça que je dis que, effectivement, notre amie Isabelle est très de génie de m'inviter aujourd'hui, puisque les acteurs du patronat, comme on dit, et des salariés, des syndicats et salariés se sont remis d'accord sur un nouvel accord national interprofessionnel. Alors, j'ai 12 minutes, donc je ne vais évidemment pas vous lire les quelques pages, quand je dis quelques, c'est un euphémisme, concernant cet accord, mais en tous les cas, cet accord, il est intéressant à connaître, puisque lui aussi va définir un nombre de règles du jeu, mode d'application de ce qui est dit dans le Code du travail. Vous avez aussi d'autres règles. Si par exemple votre entreprise est certifiée ISO 27001, c'est-à-dire les normes de sécurité, eh bien vous trouverez dans le référentiel normatif aussi des éléments qui imposent la mise en œuvre de règles spécifiques en matière de télétravail. Donc il faut être attentif au référentiel légal. Le référentiel légal du télétravail, évidemment, il est singulièrement dans le Code du travail, mais vous l'avez vu, pour les fonctionnaires, il est ailleurs et il peut être complété d'un certain nombre d'éléments, notamment dans l'accord national interprofessionnel qui vient d'être adopté. Alors, les règles de forme. En fait, c'est assez simple. Alors, évidemment, un juriste qui dit c'est assez simple, c'est une plaisanterie, mais globalement, c'est assez simple. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, vous avez 3 possibilités. Voilà. Vous avez l'accord collectif, vous avez une charte ou vous avez autre. C'est-à-dire que, idéalement, ça serait bien, surtout si vous avez une boîte normalement constituée avec des instances représentatives du personnel normalement constituées et que vous avez un dialogue social normalement constitué, etc., etc. Il serait bien et il serait mieux que vous ayez un accord collectif.
Ceci dit, ce n'est pas obligatoire et vous pourriez avoir un autre document qui soit essentiellement établi par l'employeur, alors qu'on a appelé charte. Ne me demandez pas pourquoi, mais parce que charte, ça fait plus joli sans doute que accord ou que engagement ou que code, qui sont des mots barbares en droit. Donc, on a appelé ça charte. Donc, on a la énième charte en droit du travail, parce qu'on en avait déjà un paquet de chartes en droit du travail. Donc, on a une nouvelle charte, la charte du télétravail. Et puis, sinon, on a autre. Le autre étant, il y a des boîtes dans lesquelles on peut avoir du télétravail. On n'est pas obligé d'avoir un marteau pilon pour écraser un moucheron. Parce que quand on est une petite boîte normalement constituée avec 3, 4, 5, 10, 20 salariés, rédiger une charte, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On peut très bien se mettre d'accord autour d'une table et définir dans le cadre d'un mail ou d'un document quel qu'il soit, qu'on n'appellera pas charte, qu'on appellera n'importe quoi, même qu'on n'appellera pas du tout d'ailleurs, les règles du télétravail. Donc, vous voyez qu'en termes de règles de forme, finalement, on est assez flexible, même si effectivement les grandes entreprises, les ETI, passent par les accords collectifs. Les entreprises de taille intermédiaire, les PME, passent souvent par des chartes. Et les petites boîtes, elles passent par des échanges par mail, des accords par mail, etc. Et on voit bien qu'en fait, on a eu la chance, et c'est une évolution par rapport au texte précédent, on a eu une évolution du texte qui fait qu'au final, chaque entreprise retrouvera la forme qui lui convient. Alors faites attention quand on parle d'accord télétravail, il ne faut pas se planter avec tout le reste parce que vous avez plein de documents en matière RH, malheureusement. Vous avez ce qu'on appelle la charte des systèmes d'information, c'est-à-dire la manière dont vous régulez l'usage des outils informatiques par les collaborateurs. L'accord sur le télétravail n'a rien à voir avec la charte des systèmes d'information. Un télétravailleur sera aussi soumis à la charte des systèmes d'information. Rien à voir avec la charte administrateur. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des chartes admin pour savoir quels sont les droits et obligations des administrateurs. Là, c'est pareil. L'accord sur le télétravail ne va pas changer fondamentalement la charte administrateur. Maintenant, l'administrateur devra savoir administrer autrement parce que la plupart du temps, il va administrer à distance. De la même manière, on ne va pas toucher le droit à la déconnexion. D'ailleurs, le droit à la déconnexion, il est renforcé dans l'ANI de 2020. Ce droit à la déconnexion, c'est un droit différent. Et ce droit différent, il s'applique dans l'entreprise comme il s'applique en dehors de l'entreprise. Donc, dans tous les cas, on ne le touchera pas. Ça ne touche pas non plus la politique d'information des salariés au niveau du RGPD. Ça ne touche pas les politiques et procédures de sécurité que la CNIL demande de mettre en place. Bref, il faut rester concentré quand on travaille sur le télétravail, il faut rester concentré sur uniquement les problématiques posées par le télétravail. Une fois qu'on a défini ce cadre formel, reste à définir ce qu'il y a dans le fond. Et là, on a un petit problème. Le petit problème, c'est que le Code du travail dit, outre ses obligations de droit commun vis-à-vis des salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié télétravailleur de… Vous avez aussi un autre petit article qui dit le télétravailleur a les mêmes droits que celui qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En gros, il y a un problème avec le télétravail. Enfin, il y a un problème. Il y a une réalité avec le télétravail, c'est que le télétravail, c'est tout le Code du travail plus les dispositions du Code du télétravail. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui existe dans une entreprise et qui protège les salariés, vous devez aussi le traiter en mode télétravail. Le télétravail, ce n'est pas la négation du droit du travail. Le télétravail, ce n'est pas uniquement les dispositions du télétravail. Le télétravail, c'est l'ensemble des dispositions du Code du travail, donc par exemple santé, sécurité au travail, et aussi les dispositions relatives au télétravail. Donc, quand vous allez travailler sur le fond de votre document, quelles vont être les questions que vous allez vous poser ? Vous allez vous poser des questions, alors je vous ai mis minimum syndical sans jeu de mots, c'est juste qu'est-ce que je vais devoir mettre dans un accord, charte ou autre en matière de télétravail. Les règles d'éligibilité, éventuellement les prérequis, qui a le droit au télétravail, qui n'y a pas le droit, pourquoi on y a le droit, pourquoi on n'y a pas le droit, d'autant plus qu'il va falloir de plus en plus expliquer pourquoi on n'y a pas le droit, les conditions de retour au travail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre, les modalités du contrôle du temps de travail et de la régulation des charges de travail. Ça, c'est imposé par l'article 9 tout à l'heure. La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Ça, c'est évidemment pour faire le lien avec la déconnexion. Les jours télétravaillés.
Est-ce qu'on a le droit de télétravailler? Alors aujourd'hui, la question ne se pose pas, mais est-ce qu'on a le droit de télétravailler un lundi? Est-ce qu'on a le droit de télétravailler un mercredi? Est-ce qu'on a le droit de télétravailler un vendredi? Ce sont les sujets récurrents dans le genre d'entreprise. Les compensations financières, la question qui tue, hein, est-ce que j'ai le droit de me faire rembourser Netflix pendant que je télétravaille? Les conditions d'assistance technique, comment on va assurer l'assistance technique des collaborateurs? Les limitations technologiques, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un article 10 qui dit que si jamais il y a des contraintes technologiques, je dois prévenir mon collaborateur. Et enfin, l'entretien annuel individuel des collaborateurs. Comme je me suis engagé à respecter le délai, je vais le respecter. Un slide sur les sous, hein, l'argent, parce que ça reste le nerf de la guerre. Donc, évidemment, la question de la rémunération des collaborateurs télétravailleurs ne se pose pas. Hein. On ne va pas avoir une prime ou une rémunération supplémentaire au télétravail. Par contre, la question qui va se poser, c'est surtout la question des coûts. Et là, vous avez sur les sites du ministère ou sur le site des URSSAF un certain nombre de tableaux. Je vous envoie à les lire. Pour ceux qui auront les slides, parce que vous avez la chance d'être membre de l'Axel, eh bien, vous avez les liens. Mais en gros, pour la faire simple, le principe essentiel accepté par l'URSSAF, c'est un montant forfaitaire. Pour l'instant, c'est 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine, 20 € pour 2 jours, etc. Donc, vous faites le calcul, hein, 10, 20, 30, 40, 50, c'est facile à faire. Donc, on a des métriques. Mais après, si vous voulez aller dans le plus de détails, vous avez des tableaux sur le site de l'URSSAF qui permet de dire ce qu'on a le droit de prendre ou pas prendre. Par exemple, on n'a pas le droit de prendre une partie du loyer du collaborateur. On n'a pas le droit de prendre une partie du prêt immobilier du collaborateur. Bref, il y a un certain nombre de trucs absolument évidents qu'on n'a pas le droit de faire. Une bonne nouvelle, et on aura quasiment terminé, pour les employeurs avec l'ANI. C'est posé une question avec l'émergence du télétravail qui était ce que devait faire l'employeur vis-à-vis du lieu, du local dans lequel le télétravailleur télétravaille, en l'occurrence son domicile, avec des problématiques assez sympathiques sur santé et sécurité au travail, mise à disposition de moyens technique à disposition du collaborateur, mise à disposition d'outils, on va dire, de confort du collaborateur pour télétravailler. Alors, la bonne nouvelle pour les employeurs, c'est que ce n'est pas Noël, hein, c'est-à-dire que pour tous ceux qui sont télétravailleurs et qui pensaient pour Noël se faire acheter ce magnifique fauteuil ergonomique pour travailler à la maison ou un canapé Roche-Beaubois parce que c'est quand même plus sympa pour travailler, ou un double écran géant parce que c'est quand même plus sympa pour travailler en double écran géant. La fête est finie. Il n'y a plus ce qu'il y a pu y avoir à un moment, une immixtion de l'employeur dans l'environnement du collaborateur en matière de droit du travail, parce que finalement, c'est chez lui. Et d'une certaine manière, comme c'est chez lui, il fait la police chez lui, notamment la police sur santé et sécurité au travail. Et c'est d'une certaine manière à lui de savoir si quand il est assis sur une chaise, c'est la bonne chaise ou pas la bonne chaise. Ce n'est pas l'employeur de faire la vérification à sa place. Sur les équipements, n'oubliez pas le RGPD. Ça, c'est mon dada. Donc, je ne peux pas faire une intervention sans parler du RGPD. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Là encore, c'est l'ANI 2020 en disant faites attention, vous déportez la problématique de la protection des données finalement dans vos entreprises. Vous déportez la problématique de la gestion des fichiers des clients, par exemple, chez votre collaborateur. Donc, évidemment, il faut être extrêmement attentif à ce sujet-là. Le pire dans le télétravail, ce n'est pas le télétravail, c'est le papier. C'est les gens qui vont bourrer leur poubelle de papier qu'ils auront imprimé avec tous les fichiers des clients, par exemple, sans se poser trop de questions et qu'ils mettront à la poubelle devant leur maison. Ça, évidemment, c'est un drame. La CNIL émettant et ayant émis, en termes de télétravail, un certain nombre de recommandations. Donc là aussi, merci beaucoup, Eric. Bon, tu as été un tout petit peu plus long, mais ce n'est pas le sujet. Il y a une question qui a été posée par Nicole, qui est que tu as évoqué l'entretien annuel. Est-ce que tu peux préciser par rapport au télétravail ce que tu avais en tête par rapport à l'entretien annuel? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai en tête. Pour la faire simple, c'est ici. Voilà, organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.
En fait, l'idée, c'est de se dire, il faut un entretien. Vous savez que maintenant, la notion d'entretien est quand même quelque chose qui se répand énormément dans le droit du travail. Et là, on va faire un entretien sur le télétravail, c'est-à-dire est-ce que finalement, on révèle ou on ne révèle pas des problématiques d'inconfort du collaborateur par ces zones de télétravail. Voilà, l'obligation pour l'entreprise de discuter, de dialoguer avec le collaborateur pour recueillir son ressenti sur ces conditions de télétravail. Très clair. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci. Et on est ravis à la commission Reinvent d'avoir pu enfin faire ce pont avec la commission juridique pour un événement commun. Merci à Sans vous. plus attendre, je vais passer la parole à Vincent et à Nadine. L'idée de cette deuxième intervention était de parler des modes de travail hybride. Donc, bienvenue Vincent, bienvenue Nadine. Et l'idée était déjà, Vincent, j'en ai un petit peu dit, j'ai dit que tu étais le CEO de Booster, start-up qui fait de la cartographie de métiers et de compétences. Et je crois que vous avez publié il n'y a pas très longtemps un livre blanc sur le télétravail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Merci Isabelle et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, chez Boosters, on a, nous, cherché à quantifier finalement quelle était la part de chacun des métiers qui était exerçable à distance. Et ce qui ressort finalement de notre étude, c'est qu'aujourd'hui, 2/3 des employés en France pourraient exercer en totalité ou partiellement leur métier à distance. Et ça, finalement, on va l'expliquer par 3 phénomènes assez simples. Le premier, c'est que la moitié des compétences professionnelles, tous métiers confondus, peuvent être effectuées à distance. Il faut voir qu'il y a à peu près 13 000 compétences professionnelles. Hein, c'est à peu près de ce chiffre dont on parle. Le deuxième phénomène, c'est que si on regarde les fonctions dites corporate, donc finalement les fonctions les plus courantes, les plus usuelles dans les entreprises, que ce soit l'IT, le juridique, la RH, la fonction commerciale, etc., 80% des métiers de ces fonctions peuvent être exercés également à distance, en quasi-totalité. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on s'est aussi aperçu, en analysant plus de 3000 métiers, qu'il y a finalement beaucoup plus de personnes auxquelles on ne pense pas forcément, qui peuvent en fait télétravailler. 2 exemples, les médecins, et on a vu l'avènement justement des téléconsultations, finalement une personne avec qui Eric doit passer une partie de son temps, à savoir les juges. Par ailleurs, l'autre point qu'on a noté, nous, dans notre étude, c'est qu'il y a une vraie corrélation entre la capacité à télétravailler et la seniorité dans un poste. Dit autrement, finalement, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus finalement votre métier vous permet de travailler à distance. Et il y a quasiment 50 points d'écart entre le niveau hiérarchique le plus bas et le niveau hiérarchique le plus haut dans sa capacité à télétravailler. Donc, en conclusion de notre étude, Isabelle, finalement, on peut dire que 2/3 des actifs français, soit près de 16 millions de personnes, pourraient aujourd'hui effectuer au moins une partie de leur activité en télétravail. Et ça, c'est vrai que c'est une vision qui est, in fine, notre vision Booster, ce qui est une vision très analytique du sujet. Ce qui pourrait être intéressant, j'imagine, pour chacun et chacune d'entre vous, c'est d'écouter Nadine, qui va peut-être aussi nous apporter un éclairage quant aux observations qu'elle peut faire de son côté et surtout ce qui a été mis en place spécifiquement ou ce qui est observé spécifiquement chez Microsoft. Merci Vincent. Effectivement, nous, on a fait une étude qui est un sondage qui est plutôt complémentaire par rapport au tien. C'est-à-dire que cet été, nous avons fait un sondage à travers l'Europe sur 9000 collaborateurs et managers pour comprendre en fait quels étaient leurs ressentis par rapport au télétravail. Donc, au-delà de est-ce que ce travail peut être fait à distance ou pas, nous avons la confirmation que, le télétravail est vraiment là pour perdurer, avec 88% de nos managers qui disaient que le travail sera là de manière flexible et pérenne sur les années à venir. Et aussi 83% des employés qui se sont sentis au moins autant, voire plus productifs que s'ils étaient in situ sur leur lieu de travail. Le deuxième enseignement que nous avons eu de ce sondage,
c'est vraiment que les bénéfices employés sont aujourd'hui indéniables, voire ils seraient durs à être enlevés aujourd'hui parce qu'ils ont été plus ou moins acquis. C'est-à-dire que 70% des employés aujourd'hui pensent que leur équilibre de vie pro-perso est au moins aussi facile, voire plus facile aujourd'hui qu'en télétravail. De plus, les employés aujourd'hui et tous les collaborateurs s'attendent à passer au moins un tiers de leur temps en télétravail. Donc, ces chiffres viennent vraiment compléter ta vision, Vincent, sur le fait que même si le télétravail a été vécu de manière soudaine et subite pendant ces vagues de confinement, il y a un vrai bénéfice à être en télétravail qui est indéniable. Maintenant, comme on en parle aujourd'hui dans ce webinaire, on est en pleine restructuration de ce télétravail et de ce travail hybride. Du coup, la plupart des enseignements viennent aussi aujourd'hui des réflexions que nos clients ont à jour. Alors, quelles sont ces réflexions? Microsoft a sondé un petit peu les clients pour savoir sur quel sujet nos clients étaient en train de réfléchir aujourd'hui. Le premier qui a été énoncé en tout début de ce webinaire, qui est effectivement comment je formalise le télétravail. Premier axe de réflexion. Comment être assez flexible pour qu'il puisse s'adapter aux besoins de tous sans être trop flexible pour qu'il puisse quand même devenir une culture d'entreprise. Premier sujet. Deuxième sujet, la transformation des bureaux, notamment sur 3 sous-points. Le premier, est-ce que je vais diminuer l'espace des bureaux que j'ai aujourd'hui si la plupart de mes collaborateurs vont en télétravail? La deuxième, est-ce que je me relocalise pour être plus pertinent maintenant que j'ai plus forcément besoin d'être, par exemple, en région parisienne, vu qu'il y a beaucoup d'activités que je peux faire en télétravail? Et troisième partie, comment je réaménage mes locaux, puisque avec cette nouvelle forme de télétravail, chaque lieu, que ce soit à la maison, en dehors de chez moi ou au bureau, va devenir le lieu d'une tâche spécifique. Je ne vais plus venir au travail pour faire la même chose que ce que je faisais avant. Et de la même manière, je ne ferai pas les mêmes tâches en travail à distance qu'au bureau. Par exemple, du brainstorming, du lien social, etc. Troisième axe de réflexion de nos clients, la transformation du mid-management, effectivement des populations qui doivent réapprendre un management plus responsabilisant et qui n'ont peut-être pas été promues à ces postes justement pour faire du travail à distance. Et là, il y a un vrai accompagnement et une réflexion sur le type de travail, le type d'action qu'on va demander à ce mid-management, surtout si la plupart des tâches de ce mid-management sont soit digitalisées, soit automatisées. Aujourd'hui, quelle sera leur valeur ajoutée? Et quatrième partie de réflexion, des principes qui viennent vraiment du COMEX et de la formation aux collaborateurs au management. Effectivement, aujourd'hui, plus de 63% des managers ne se sentent pas en capacité d'avoir un management responsabilisant et de rendre leurs collaborateurs plus autonomes sur leurs tâches. Donc aujourd'hui, il y a vraiment de la formation qui doit être faite et puis aussi justement ces principes pour que tout le monde ne fasse pas, tout le monde n'établisse pas des règles chacun dans son coin sous prétexte d'être empoweré, d'être, comment on dit, autonome dans leur quotidien. Vincent, est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi de ton côté? Oui, tout à fait. Moi, finalement, la façon dont je l'analyse, et je suis en phase finalement avec tes piliers, mais quand on parle de transformation et télétravail, il faut en fait que les entreprises adoptent finalement et adressent ce sujet du télétravail dans sa globalité. Et la première chose à faire, je pense, c'est de se dire que si finalement on essaie de dupliquer à distance les modes de travail habituels, c'est juste la catastrophe assurée. Le télétravail, ce n'est pas un copier-coller de la façon dont on travaille déjà aujourd'hui et essayer de répliquer son agenda, mais de le faire via des vidéos Zoom. Ça, ce n'est pas possible.
Et finalement, il y a plusieurs points importants à noter dans cette transformation. Le premier, je pense qu'Éric est revenu suffisamment dessus, mais c'est celui du dialogue social. Chaque entreprise a cette responsabilité justement d'engager ce dialogue social avec les IRP sur ce sujet. Et Éric a mentionné justement l'ANI et ce nouveau texte de la semaine dernière. Je pense que ce qui va être important, notamment dans ces interactions et dans le vécu de l'employé, c'est toute la notion inhérente finalement à la charge de travail et au droit à la déconnexion. Donc c'est vraiment un point essentiel, je pense, dans la rédaction et surtout le suivi de déploiement des accords de télétravail, outre l'éligibilité des postes, la période de joignabilité, etc. Le deuxième point, je pense qu'il ne faut surtout pas approcher le télétravail en se disant qu'il y a un côté des gagnants et un côté des perdants. Si on part dans ce débat, on a tout faux. Il faut que ce soit du win-win comme dans toute situation. Et donc, les entreprises ne doivent pas se mettre dans la posture de se dire « je suis en train de perdre quelque chose, je suis en train de perdre le contrôle sur mes employés ». Et pour ça, il y a une condition, c'est un triptyque finalement gagnant qui va se développer. Il faut que ce télétravail développe une performance économique. Donc finalement, quels sont les gains de productivité que je vais gagner à la fois individuellement et collectivement dans la mise en place de ces organisations? Quelle va être ma performance sociale aussi suite à la mise en place de ces nouvelles organisations de travail, que ce soit sur une amélioration de la QVT, que ce soit sur une meilleure autonomie, une meilleure responsabilisation au sein de l'organisation. Et puis le troisième pan, c'est celui de la performance environnementale, où là aussi, on va être capable notamment de mesurer l'impact sur la baisse des déplacements et des mètres carrés au sol. Le troisième point, je pense après le dialogue social et ce triptyque, tu l'as mentionné finalement sur deux de tes piliers, c'est celui de la formation, c'est un rôle essentiel. Et ce qu'on voit beaucoup, nous, c'est finalement un besoin d'accompagnement certes du top, mais aussi du mid-management. Le mid-management qui finalement doit accompagner cette nouvelle organisation. Et ce qui change pour eux, finalement, la mission intrinsèque du manager est la même. En revanche, c'est que le temps de présence n'est plus du tout un indicateur pertinent pour eux, en tout cas pour apprécier la pertinence et la qualité de leurs collaborateurs, quelque part encore heureux. Mais donc, ils doivent renouveler finalement la relation qui les lie à leur équipe. Et ça nécessite pour eux de passer vraiment d'un mode de micro-management à un mode de macro-management. Et pour ça, la formation peut et doit aider, surtout. Et je crois que le plus important, finalement, au-delà de ce que j'observe ou ce que je peux ressentir, c'est peut-être d'essayer d'avoir un petit exercice prospectif. Donc toi, Nadine, si je te retourne la question, je te repasse la balle. Est-ce que tu penses qu'on va passer, et de ce que tu observes aussi avec l'usage des technologies Microsoft, est-ce qu'on va passer à un 100% en distanciel, ou est-ce qu'on va revenir tous sur du présentiel une fois le confinement terminé? Alors, nous, chez Microsoft, on pense vraiment que le travail hybride sera le travail de demain. Pourquoi? Parce que oui, comme on l'a dit depuis le début, le télétravail et le travail à distance offrent des acquis indéniables, et pour les collaborateurs et pour les entreprises. Seulement, le travail en mode hybride devient quand même crucial pour garder une cohésion d'équipe et aussi une culture d'entreprise. Et cette partie où les gens continuent à se voir en présentiel est aussi critique pour certaines entreprises pour continuer de brainstormer et d'innover. Et c'est vraiment un point clé que l'on voit se détacher. Sauf que, comme ce qu'on se disait, le travail hybride n'est pas une façon de travailler innée. Ça demande énormément de formation, mais on pense que revenir en 100% en présentiel serait sûrement une mauvaise solution pour un vrai problème qui est comment je m'assure pendant toute cette partie aujourd'hui que nos entreprises ont les bons outils et surtout les bonnes formations pour pouvoir évoluer vers ce travail hybride. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a vu, notamment lors de notre sondage, c'est qu'il y a eu un énorme boom
des outils collaboratifs. Je vais citer Teams, je ne peux pas ne pas le citer, mais nous sommes passés de 20 millions d'actifs, d'utilisateurs actifs quotidiens à 115 millions pendant le temps de ce confinement. Je pense que la plupart des entreprises ont utilisé des outils comme Teams ou d'autres concurrents pour pouvoir le faire, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment de l'adoption. Et cette adoption en fait, des outils, elle est vraiment soutenue par une nouvelle culture d'entreprise que tu mentionnais très bien, Vincent. Est-ce que de ton côté, toi aussi, tu observes la même chose? Ouais, écoute, moi j'ai envie de dire que quand on voit que même un dinosaure comme l'éducation nationale a réussi quasiment du jour au lendemain, certes sous la contrainte, à dispenser finalement des cours à nos bambins, je trouve quand même que ça en dit beaucoup et c'est assez phénoménal. Moi, je pense qu'on n'a juste pas le droit de tout gâcher. On a vraiment fait une avancée et on a très certainement plus avancé en ces quelques mois qu'en ces 10-15 dernières années. Alors, c'est toujours plus facile d'avancer quand tu as un retard aussi important, puisqu'on avait quand même des taux d'adoption du télétravail significativement inférieurs aux Américains ou aux Scandinaves. On parle de 15 à 20 points de différence en termes d'adoption au sein de la société. Mais en fait, c'est pour moi une tendance lourde. Et c'est une tendance lourde parce qu'il y a 3 types de barrières qui se sont levées. La première, ce sont les barrières réglementaires. Il n'y avait qu'un quart des télétravailleurs qui étaient couverts par des accords collectifs avant le confinement. Donc on voit bien, encore une fois, avec l'intervention d'Éric, que tout ça est en train de changer. La deuxième, c'est qu'il y a les barrières technologiques aussi qui rendent ça possible, avec l'explosion des solutions de collaboration comme Teams ou comme Zoom ou autres. Et puis enfin, il y a des barrières psychologiques, et c'est peut-être la barrière la plus importante à mon sens. Pourquoi? Parce que avant ce confinement, en tout cas le premier vrai confinement, d'après l'ANACT, il y avait 42% de salariés français qui n'avaient jamais travaillé à distance, même pas une seule fois. Donc là encore, on voit qu'il y a quand même une vraie révolution culturelle qui a eu lieu. Et finalement, quand on fait un REX avec chacun de nos clients, on s'aperçoit quand même qu'à quelques exceptions près, c'est quand même un succès, voire un tour de force qu'ont accompli les équipes RH et IT au sein des organisations pour être capable d'équiper, de mobiliser et former tout le monde en des temps records. Certes, il y a encore des rigidités qu'on voit, et on voit quand même des entreprises qui reviennent sur davantage de présentiel, mais encore une fois, c'est la même chose. Je pense que les dogmes ne sont jamais bons, donc on sera sur une hybridation inévitablement, et encore une fois, le télétravail total n'est pas possible pour tout le monde, donc là, il y a une limite. Mais il faut vraiment que les entreprises et les organisations aient cette agilité qui permette justement, qui ira de pair avec leur propre pérennité. Et pour conclure, je dirais que jusqu'à présent, les employeurs pensaient que c'était, voyaient le télétravail en tout cas comme si ce n'est une faveur, une vraie flexibilité qu'ils octroyaient à leurs salariés. Je pense qu'aujourd'hui, ou à très court terme, ça va devenir un véritable prérequis, et notamment un axe de non plus de différenciation, mais vraiment une attente de base des salariés, et même un acquis social dans un pays comme le nôtre. Merci Vincent, merci Nadine, c'était passionnant. J'ai une question qui a été posée par Isabelle, que je remercie, qui revenait effectivement sur cette notion de management plus responsabilisant que tu as évoqué, Vincent, et qui demande en fait, dans cette problématique de management plus responsabilisant, qu'en est-il de la conciliation vie pro, vie perso des collaborateurs? Est-ce que c'est désormais une problématique à gérer par le manager de proximité, d'après toi? Alors, je pense qu'il en va justement du droit à la déconnexion, notamment. Donc d'être capable d'avoir des règles de base sur cet item-là. Donc oui, quelque part, et on en revient dans le cadrage qu'évoquait Eric, avec aussi ces entretiens individuels pour comprendre comment, quelles sont les meilleures dispositions pour que l'employé puisse se réaliser à distance lorsqu'il télétravaille. Donc oui, ça fait partie, et ça incombe pour moi au manager que d'être capable d'ouvrir ce dialogue. Et après ça, les organisations, après ça, tendent à régenter plus ou moins flexiblement, j'ai envie de dire, ces notions-là. Mais ça reste, en tout cas, pour moi, un élément de discussion sur lequel il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat.
Je sais que je n'ai pas le droit de parler parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis, mais dans l'ANI, il y a tout un pan très intéressant sur le dialogue social et sur ce que disait aussi Nadine, le pouvoir, le droit, enfin pas le pouvoir, la nécessaire compétence des managers et la formation des managers pour savoir manager les gens en télétravail. C'est quand même pas facile, quoi. Merci Eric. Merci Vincent. Merci Nadine pour cette passionnante table ronde. Il n'y a pas d'autres questions sur cette table ronde. Donc du coup, je vous remercie et je vous propose donc d'enchaîner donc avec Magali Montet qui va relever le challenge de nous expliquer et de nous coacher pour qu'on fasse en 2021 des visios absolument extraordinaires. Bonjour, merci. Merci aux intervenants avant moi. C'était passionnant en effet et merci à tous d'être là. En ce qui me concerne, j'ai décidé pour 2021, après 6 mois de travaux forcés, j'ai décidé d'aimer la vie en visioconférence. À un tel point que j'ai appelé la méthode que j'ai développée et mes séances de coaching dans ce sens, plus belle la visio. En effet, je trouve qu'il est temps maintenant d'être à l'aise, de trouver le moyen de parler de façon efficace et voire même d'aimer ça, d'aimer parler en visioconférence. Ma spécialité, pour revenir en 2 points, ma spécialité, ce sont à la fois les médias et la prise de parole. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le cinéma où j'ai fait à proprement parler un métier d'attaché de presse, c'est-à-dire vendre les films et les artistes aux médias. Et puis, j'ai développé rapidement du média training pour comment réussir les interviews. Et naturellement, avec ce qui se passe, je me suis intéressée à la visio-training, au visio-training, comment parler en visioconférence. L'idée, c'est de comment prendre en main cet outil. Je vais très rapidement passer sur le contexte, que vous l'avez très bien expliqué, les autres intervenants l'ont très bien expliqué. Le contexte est durable. On a cru peut-être, avec ce qui s'est passé avec ce confinement, qu'on était face à un changement provisoire. Or, c'est un formidable accélérateur d'une situation, d'une tendance qui existait déjà. Que ce soit d'une façon sporadique, certains utilisaient FaceTime, WhatsApp, ou encore Skype, et puis les entreprises avaient déjà largement mis en place pour certaines des réunions à travers Teams, Zoom, etc. Or là, ça va durer, c'est clair que ça va durer et ça a toutes les bonnes raisons de durer. Je prends 3 points qui me semblent essentiels. C'est ce qu'on a déjà évoqué précédemment, c'est pratique et c'est bon marché, réduction de coûts, pratique pour organiser des choses impossibles à faire quand on est au bout du monde, par exemple. Ensuite, comme l'a très bien évoqué Eric, plus qu'évoqué, cet outil met la question du télétravail au cœur des discussions aujourd'hui pour les entreprises et pour tous les organismes qui s'occupent du travail, de la réforme du travail en France. Et ça, c'est absolument passionnant aussi. Et enfin, ce n'est pas négligeable aussi, il permet de réduire l'empreinte carbone au niveau individuel et collectif. Alors, sans parler de retour à l'avant, Nadine l'a très bien expliqué aussi, on ne parle pas forcément de retour à l'avant ni à la normale. Les choses vont forcément s'équilibrer. On va se retrouver, si le lien social est trop important pour nous, on va pouvoir se toucher, se voir, sentir, retrouver cette énergie, cette circulation qui se passe quand on est ensemble. Forcément, on va revenir à ça. Et on va retrouver ce présentiel. Mais c'est dans le bon équilibre entre le présentiel et le distanciel que la visio est un véritable facteur, un véritable acteur de la réinvention du travail dont vous parlez tous. Alors, ces derniers mois, chacun s'est jeté à l'eau, mais en considérant le distanciel comme l'extension du présentiel. Or, c'est pour ça que c'est le moment de s'adapter, parce que c'est un outil de communication avec ses spécificités à part entière. Donc, c'est le moment de s'adapter, de se former. Je vois 3 spécificités essentielles, 3 raisons essentielles qui distinguent le présentiel du distanciel. Premièrement, premier point, je dirais, on est tous dans des lieux différents. Donc, l'espace commun du présentiel auquel devient un lieu individuel. En gros, quand on arrivait dans une réunion, on avait une chose à s'occuper pour chacun, son HMC. Ce que j'appelle le HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. Aujourd'hui, derrière mon ordinateur, derrière votre ordinateur, vous devenez à la fois cadreur, décorateur, chef-op, ingé son, et évidemment, dans les 2 cas, vous occupez de vos discours.
et voire même metteur en scène aussi derrière l'écran. Ensuite, la deuxième spécificité, c'est un petit morceau de moi, un petit morceau de chacun arrive à l'écran. Là, le visage et une partie du buste. Donc, c'est le zoom sur visage et une partie du buste. Versus, en vrai, on arrive de plein pied avec notre gestuelle, là aussi, notre énergie, notre façon de rencontrer les autres, ça circule. Donc, je dirais, où est passé mon 1m76 qui en jette quand j'arrive en réunion, quand je me retrouve assise ici face à vous, juste avec une partie de mon corps. Surtout quand on sait que le langage corporel et toute la gestuelle est très réduit, et on sait que ça correspond à 50% de la communication. Donc, c'est important ici. Et la troisième spécificité, qui pour ma part est la raison pour laquelle je me passionne je m'intéresse à cet outil et à cette prise de parole en visio, c'est que nous sommes à l'écran. Notre image apparaît à l'écran. Et c'est souvent un effet comparable à la première fois quand vous entendez votre voix. À ce moment-là, c'est un amplificateur, c'est un révélateur de notre propre image. Et en ce sens, nous devenons une personnalité médiatique. Non pas parce que tout d'un coup, on devient une personne connue, je ne parle pas de notoriété à ce moment-là, mais je deviens un personnage médiatique dans la mesure où j'apparais, les autres me voient par l'entremise d'un média audiovisuel. Et en fait, c'est ce qui change. Et c'est pour ça, d'ailleurs, mon expérience avec les acteurs, je travaille régulièrement avec des acteurs de grande notoriété, de Guillaume Canet, Isabelle Huppert, j'accompagne Léa Seydoux, Blanche Gardin, par exemple. Et avec ces personnes, j'ai bien vu, je me suis vite rendu compte à quel point ils avaient besoin d'être accompagnés dans leur gestion de l'image, dans la mesure où ils ont besoin de connaître techniquement comment fonctionne le média qu'ils vont rencontrer, que ce soit télé, radio, Internet. Ils ont besoin de comprendre comment ça se passe, où est-ce que je me mets, comment je parle, quels sont les codes. C'est la même chose en visioconférence. Donc évidemment, le fond est vraiment important, connaître le message, qu'est-ce que j'ai à dire, la raison d'être là, ma raison d'être là, prendre la parole ici devant vous. Mais l'important, c'est cette cohérence entre le fond, la forme et cette raison d'être, je dirais. Et j'aime citer la phrase de Victor Hugo, les mots de Victor Hugo que vous connaissez peut-être, la forme est le fond qui remonte à la surface. Je me demande même ce qu'il penserait de certaines de nos interventions. Alors, voilà. Donc, la réussite de prise de parole, que ce soit des interviews ou des entretiens, passe par la connaissance du média et bien sûr la connaissance de son discours. Donc, le but est d'être au mieux de nos capacités, le mieux de vos capacités. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend et ça s'entraîne. Et ça s'apprend d'autant plus, c'est d'autant plus important de l'apprendre que c'est contre-intuitif. Vous êtes bien d'accord que quand je prends la parole en vrai face à quelqu'un, je regarde la personne dans les yeux. Or là, pour vous regarder, pour que vous ayez l'impression que je vous regarde, je regarde ma caméra. Or, je ne vous vois pas. Donc, rien que ça, c'est très contre-intuitif et important de s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend, moi je travaille sous forme de coaching, je rencontre les personnes 2-3 fois si besoin, à quelques jours d'intervalle pour laisser aux gens le temps de s'entraîner. Encore une fois, l'entraînement est très important. Donc, on apprend quelques points fondamentaux de la technique, le cadrage, comment vais-je placer ma caméra, comment je me situe. Le fond, qu'est-ce que je fais apparaître dans mon écran, derrière moi? La lumière, l'éclairage, où vais-je placer la lumière? Comment? Le son, évidemment. Et puis, j'insiste aussi, on travaille sur la posture, la gestuelle, la présence à soi, l'intention. Et puis, poser sa voix, poser le regard. Et évidemment, si besoin, on travaille sur le fond, l'élaboration d'un message, d'un discours, avec un timing très précis pour les interventions. Je n'irai pas plus loin sur qu'est-ce qu'on apprend. En tout cas, vous voyez la matière, les points fondamentaux à développer. Et je dirais en conclusion, pour conclure que ce nouveau média, on l'aura compris, s'impose à tous. Il est là pour durer et il fait appel à des compétences. Donc aujourd'hui, il est temps pour chacun de prendre conscience et de prendre confiance de l'importance de se former. Et
vous verrez qu'en se donnant les moyens de retrouver ou de trouver des capacités d'échange, de communiquer de manière juste en visio, vous verrez alors qu'on retrouve du présentiel dans le distanciel. Et c'est ce qui me fait dire plus belle la visio. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants de ce webinaire. Et pour la partie de conclusion qui m'incombe, en fait, j'ai décidé de faire un journal des bonnes nouvelles parce que ce qui m'a interpellée dans vos différents propos, c'est que chacun vous annonçait pour le travail en 2021 ou le télétravail en 2021 une très bonne nouvelle. Donc, si je résume, la bonne nouvelle juridique dont Eric nous a prévenu, c'est qu'avec la nouvelle ANI, les employeurs aujourd'hui, en tout cas demain, ne seront plus obligés de rééquiper leurs collaborateurs et de refaire leur déco chez eux. Et qu'en tout cas, le nouveau cadre juridique appelle et renforce le dialogue entre collaborateurs et chefs d'entreprise et managers de façon à ce que tout le monde soit bien et épanoui dans le télétravail et que le bien-être du collaborateur est quelque chose d'important. La bonne nouvelle que Vincent nous a partagée grâce à l'étude sur le télétravail et au livre blanc sur le télétravail qu'a fait Boosters, c'est qu'aujourd'hui, 2/3 des collaborateurs peuvent exercer leur travail à distance. Et quand on parle de fonction corporate, on est même à 80% qui peuvent s'exercer à distance. Donc, c'est une vraie bonne nouvelle. Il y a une vraie opportunité de croissance pour le télétravail. La bonne nouvelle que nous a partagée Nadine était plus au niveau du travail hybride. Aujourd'hui, ça ne peut pas se faire sans outils collaboratifs. Ça s'est beaucoup accéléré en 2020 et on a vu notamment que les usages quotidiens de Teams étaient passés de 20 millions à 115 millions. Et ce qui est formidable avec ces outils de travail collaboratif à distance, c'est que ça permet à des gens qui ont des contraintes personnelles, que ce soit des contraintes de disponibilité, de mobilité géographique, des contraintes peut-être liées au handicap ou le fait d'être basé dans un bassin d'emploi un peu plus lointain, ça leur rend à nouveau le marché du travail accessible et ça c'est formidable. Et enfin, Magali nous a montré qu'en 2021, on allait adorer la visio. Et c'est une très bonne nouvelle. Moi, de mon côté, j'ai été ravie d'animer cette session. La mission de l'Axel et de la Task Force Reinvent Work, c'est vraiment de bâtir des échanges entre les directeurs RH et les directeurs digitaux de façon à appréhender conjointement les transformations du travail qui sont liées au numérique. Moi, la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est une bonne nouvelle de recruteuse. Il y a structurellement chaque année 80 000 postes non pourvus dans le monde de la tech. Donc, c'est 80 000 opportunités qui vont nous faire beaucoup de bien. Ces postes-là, ils sont à pourvoir. Ils ne sont pas toujours pourvus du fait d'un déficit de compétences. Donc, formez-vous, intéressez-vous au métier de la tech parce qu'il y a beaucoup de besoins et il y a beaucoup d'opportunités.